Allez, on reçoit Monsieur Eskenazi tout de suite. Bonjour Monsieur Eskenazi. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Eh ben, je vous vois, je vous entends. Formidable. Alors, j'en profite avant de vous présenter. Première question. Est-ce que la photo derrière vous, c'est la nouvelle photo officielle ou c'est celle de l'année dernière? Ah non, c'est la nouvelle, officielle. Faut que j'aille l'acheter. Aïe, aïe, pardon. Officielle. Bah non, mais écoutez, si j'arrive à me procurer une deuxième, je vous l'envoie. Non, parce que regardez, je vous explique. À la base, j'avais prévu d'en faire gagner à mon public. Donc j'en ai plusieurs, mais le problème c'est que c'est l'ancienne, du coup, donc elle me sert plus trop. Moi, c'est les nouvelles Bah qu'il faut que je non. fasse gagner. Ah bah, si c'est l'ancienne, je suis pas dessus, ça sert à Bah rien. c'est pour ça, c'est bien tout le problème, monsieur le député. Bah non, mais voilà. Celle-là, c'est la nouvelle. Nous, on a reçu une par député, mais je vais voir s'il y a moyen d'en avoir une autre. Ah. Je vous l'envoie par la Ah, poste. oh là, attention, on ne m'achète pas comme ça, monsieur le député, on ne m'achète pas comme ça. Vous avez la preuve, le chat, un député essaye de m'acheter, vous l'avez vu, attention. Bon, monsieur, alors dites-moi si je le prononce bien, c'est bien Eskenazi. C'est parfaitement prononcé. Très bien. Alors vous êtes député du Val d'Oise depuis juillet. Vous avez C'est donc ça. été élu grâce au NFP dans la 7e circonscription et vous avez battu le macroniste Dominique Da Silva. Vous avez 38 ans et vous pratiquez la boxe. Boxe française, pied-point, exactement. Pied-point. Donc comme ça, tac, 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 tac. Exactement. Oui, En amateur, hein, en amateur. J'ai trop de respect pour les vrais boxeurs pour me dire boxeur. Je pratique la boxe, je suis pas boxeur, mais ça fait très longtemps que j'en fais. Ouais. C'est une anecdote que j'aime bien raconter sur ma chaîne. Quand j'étais au lycée, j'ai eu des cours de boxe. Et Ouais. je me suis retrouvé, comme j'avais pas beaucoup d'amis, je me suis retrouvé avec celui dont personne ne voulait être. Et la personne en question était champion régional junior de boxe. Donc c'était un Pas moment de bol. très sympathique. Pas de Euh, bol. J'étais comme ça, il me disait tape et moi je faisais. Non, voilà. Donc bref, bon voilà, maintenant que la glace est brisée, comme on dit. Bon alors, monsieur Eskenazi, c'est votre première niche parlementaire socialiste. Comment elle se passe? Ah Enfin, oui. comment vous le ressentez? Ressenti, nous, regardez 12 heures, ressenti 24. Depuis l'intérieur, c'est comment? Non, non, très franchement, bah, déjà, voilà, on écoute et c'est honnêtement, on a parfois l'impression d'être dans l'hémicycle. Moi qui suis élu local, où c'est vraiment très concret ce qu'on fait, j'ai été maire adjoint et je suis conseiller municipal d'opposition. Ce qu'on a l'impression de faire, c'est très concret. Là, parfois, dans l'hémicycle, notamment pour le premier PLF, on a passé des nuits. Moi, j'ai passé Mm. des nuits à amender, défendre des amendements pour que le texte reparte dans sa version initiale au Sénat. Donc, on a vraiment l'impression de perdre son temps. Là, régulièrement, on a des victoires pour les Français, on a des changements quotidiens, des améliorations de la vie quotidienne. Donc, je dois dire que c'est assez enthousiasmant. Le seul petit stress qu'on a, c'est qu'on espère vraiment que Céline Hervieux va pouvoir passer sa proposition ce soir. Ça va être très, très Compliqué. serré, très, très chaud. Voilà, c'est le petit stress qu'on a tous collectivement. Mais à part ça, non, très franchement, le fait d'avoir régulièrement comme ça des victoires concrètes, voilà, c'est très, très enthousiasmant. Parce que bon, on a quand même vu que bon, même Madame la ministre Létard, elle est assez vite quand même dans son discussion générale. Mais par contre, le MoDem, Monsieur Martineau, il a pris son temps. Il a pris ses 5 minutes, lui, hein. Bah voilà, là, bon, là en plus, c'est vraiment une proposition de bon sens sur les ascenseurs. On espère vraiment qu'après la pause à 21h30, on va pouvoir la passer en 1 heure Ah rapidement oui, pour en que. 1 heure. Bah non, mais très franchement, il Parce va que rester toutes deux les heures DG sont pas quarante-cinq. passées. Deux Voilà, il heures va trente rester. même pour être précis. Ouais, ouais, exactement. Il va rester 2h30 de débat. Voilà, si on veut garder 1h30 pour la dernière, il faut que celle-là passe en 1 heure. Et là, très franchement, c'est du bon sens. Sur les pannes d'ascenseur, voilà, on espère que personne va jouer la montre pour pouvoir permettre à Céline de défendre son texte qui répond à un vrai enjeu sur la petite enfance. Alors on rappelle une des particularités des niches parlementaires, c'est qu'en fait à minuit, le texte n'est pas jeté, le texte est dit suspendu. C'est-à-dire que par exemple, sauf si c'est par exemple les écologistes, même si les écologistes ont déjà déposé leur texte, si ma mémoire est bonne, mais par exemple les communistes reprennent le texte, eh bien on le reprendra à l'amendement où on s'est arrêté. C'était ce qui s'était passé par exemple pour la proposition de loi sur la réintégration des soignants non vaccinés. LFI n'avait pas pu aller au bout, le RN a voulu la reprendre, sauf que la rapporteure a dit bah si c'est pas moi qui la rapporte, vous la prenez pas. Et comme ils devaient avoir l'autorisation, bah ils l'ont pas fait. Donc c'est un peu la tambouille de l'Assemblée nationale qui est toujours un peu particulière des niches parlementaires. Bah, c'est ce que je souhaite au texte de Céline, en tout cas, si on n'arrive pas au bout des débats et surtout du vote, parce que il faut vraiment que le texte soit formellement voté
avant minuit pour qu'elle passe. Et notre objectif, c'était 5. On en aura 4. On en est aujourd'hui certains. Enfin, à cette heure-ci, certains. Est-ce qu'on en aura 5? On n'en sait rien. Effectivement, on rappelle que l'année dernière, on était en live depuis l'Assemblée. Vous aviez terminé à vraiment 23h55 le vote de la dernière PPL. Et on se souvient qu'à 23h58, Jérôme, la présidente, s'apprêtait à suspendre la séance parce que c'était la fin de la niche. Et Jérôme Guedj, on le voit courir à la tribune et dire hey, jusqu'à la dernière seconde, nous défendrons les Français. Enfin bref, c'est une séquence un petit peu rigolote. Et justement, la question que j'ai posée aussi à vos collègues qu'on a reçus aujourd'hui, c'est quoi votre PPL de cœur à vous aujourd'hui? Sur celle d'aujourd'hui, écoutez, il y en a beaucoup, mais très franchement, c'est celle sur laquelle, si vous avez suivi tous les débats, déjà bravo. En tout cas, vous êtes un citoyen modèle pour suivre et surtout faire partager et donner envie aux Françaises et aux Français de s'intéresser à la vie parlementaire. Donc déjà bravo pour tout ce que vous faites et en particulier pour cette journée qui valorise du coup notre travail. Vous avez pu voir que je suis intervenu sur une PPL sur le minimum de soignants par patient hospitalisé. En tant qu'ancien agent hospitalier ces 4 dernières années avant d'avoir été élu député, c'est celle-là que je mettrai en tête parce que c'est aussi une proposition de bon sens qui à la fois améliore la qualité des soins, mais ça améliore aussi l'attractivité du métier. Il y a une vraie crise d'attractivité dans ces métiers du soin, infirmiers et infirmières en particulier. Et là, le fait d'augmenter le nombre d'infirmiers et d'infirmières par patient, ça améliore les conditions de travail. Et vous savez, les infirmières et les infirmiers, c'est pas des gens qui travaillent pour de l'argent. Si jamais ils voulaient être riches, ils auraient fait un autre métier. Donc, c'est vraiment les conditions de travail qui font qu'aujourd'hui, notamment après le Covid, eh ben, des personnes, des femmes et des hommes quittent cette profession, cherchent autre chose. Si on veut leur donner envie de revenir et de réintégrer l'hôpital, il faut améliorer les conditions de travail. Et vraiment, cette proposition-là va dans ce sens-là. Les exemples qui ont été présentés par Guillaume Garot, mon collègue, en Australie, aux États-Unis, en Corée du Sud, où ça a été mis en place, et ben, ça a amélioré les conditions de travail et ça a facilité les recrutements, qui est aujourd'hui une vraie difficulté qu'on a en France. Donc, honnêtement, tous les textes, je me reconnais dedans et je serais très fier de les porter, mais je mettrais celle-là en tête de par ma profession précédente et un sujet que je connais bien. Alors, il y a Contre toutes les injustices qui dit pour ceux qui ont loupé une partie de la niche, qu'avez-vous répondu à ceux qui craignaient qu'un taux minimum puisse engendrer des fermetures de services sur Alors, la PPL du coup de votre collègue Guillaume Garot? Alors en fait, c'est pas une proposition de loi qui impose des normes de sécurité. Ça, il y en a dans un certain nombre de disciplines médicales déjà aujourd'hui. Si jamais pour tant de lits, il n'y a pas tant de soignants, le service doit fermer. Là, c'est pas le cas. Là, c'est des normes de qualité, c'est-à-dire que c'est des critères qui vont être fixés et qu'il faudra atteindre pour respecter des normes de qualité, pour y avoir un alerte à l'ARS si jamais il n'y a pas le nombre de soignants suffisant. Mais en tout cas, c'est pas des normes contraignantes qui impliqueront des fermetures de lits. Donc absolument aucun lit en France ne fermera. Simplement, ce sera des critères qualité. Donc, vous savez qu'il y a des contrôles qualité réguliers dans les hôpitaux. Il faut qu'il y ait les hôpitaux sont notés à travers ce qu'on appelle des certifications très régulièrement. Et donc, pour respecter un certain critère qualité, eh ben, il faudra avoir au moins tant d'infirmières par nombre de lits. Je ne peux pas vous dire combien d'infirmiers ou d'infirmières par nombre de lits aujourd'hui, parce qu'on va confier à la Haute Autorité de Santé le soin de définir le nombre de professionnels paramédicaux qu'il faudra en fonction des disciplines, en fonction des spécialités, y compris même pourquoi pas en fonction des territoires. Donc ça, c'est eux qui vont en discuter pour une application concrète au 1er janvier 2027. Et d'ailleurs, l'amendement sur lequel je suis intervenu, c'était une députée Ensemble pour la République, Madame Vidal, qui voulait repousser cette application en 2029. On n'a pas le temps d'attendre. Aujourd'hui, sans mauvais jeu de mots, il y a urgence à l'hôpital public. Il faut agir rapidement pour augmenter l'attractivité et faire en sorte que les femmes et les hommes qui font ce métier aient de meilleures conditions de travail. Mmh. Bon, comme d'habitude, à chaque fois que je reçois un socialiste, les militants insoumis et tout ça du chat se retiennent de pas vous insulter en disant mais pourquoi Ah, vous ils se n'avez pas retiennent! voté la Ils se retiennent! censure? Déjà, c'est vachement sympa s'ils se retiennent, parce que sur X, ils se retiennent pas. S'ils se Euh, retiennent, je les remercie et je les salue, les camarades qui se retiennent. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ouais pourquoi vous l'avez il y avait quelqu'un qui disait ah ouais c'est un boxeur mais pourquoi il veut pas boxer le gouvernement quand il en a l'occasion? Eh ben, écoutez, moi, j'avais un dilemme extrêmement clair en tant que militant de gauche depuis 17 ans. Soit j'avais un vote symbolique, parce que encore une fois, même s'il avait voté la censure, il se serait rien passé. Le gouvernement serait toujours là. Encore une fois, il y avait besoin du Rassemblement national, et c'est un peu terrible d'être dépendant d'eux, mais il y avait besoin du Rassemblement national pour faire tomber le gouvernement. Donc j'avais le choix entre un vote symbolique et des avancées concrètes. Et j'ai choisi, en tant qu'élu de gauche, des avancées concrètes. Vous savez, moi, je suis allé dans ma circonscription à une grève dans le lycée de ma ville, à Montmorency. Les enseignants étaient en grève devant le lycée. Ils demandaient 3 revendications principales. C'était il y a un mois. Ils demandaient l'annulation de la suppression des 4000 postes dans l'éducation nationale. Ils demandaient l'annulation de la décision sur les jours de carence. Et ils demandaient des postes en plus d'AESH pour accompagner les enfants
enfants porteurs de handicap. Et bah, en négociant avec le gouvernement la non-censure avant même le dépôt du premier texte de loi, c'est-à-dire là, on devait censurer un discours de politique générale qui était assez creux, dans lequel il n'y avait rien. Barnier, dans son discours de politique générale, il y avait l'AME, il y avait la loi immigration. Là, il n'y avait rien de tout ça dans le discours de Bayrou. Et ben, en acceptant de ne pas censurer dès maintenant, j'ai obtenu les revendications de ces professeurs que je suis venu soutenir devant mon lycée. Donc j'ai préféré des avancées concrètes, même modestes, à un vote symbolique contre le gouvernement. Alors, si j'étais taquin, je dirais que le problème, c'est que les sénateurs ont repoussé ces avancées-là. Mais est-ce que du coup, pour vous, de l'accord, entre guillemets, que vous avez eu avec le gouvernement, c'est que dans les amendements, ce qu'on appelle de réintroduction, en gros, ou de remise, enfin, de remise à zéro, j'ai envie de dire, vous avez obtenu l'engagement que les macronistes ne votent pas, enfin, votent la réintroduction de ces choses-là? Le Sénat est à droite, c'est une surprise pour personne, et le Sénat n'est pas soumis à la censure. Donc les sénateurs, ils peuvent modifier le budget sans prendre en compte les revendications de gauche. Une fois revenu à l'Assemblée, c'est très différent. Si il y a eu 3 pages d'engagement, ce n'était pas quelques-uns, il y avait 3 pages d'engagement écrits par courrier du Premier ministre. Hmm. Si ces engagements-là ne sont pas tenus et si on n'obtient pas plus sur un certain nombre de sujets qu'on va mettre aussi sur la table, eh ben on censurera le gouvernement. Encore une fois, la menace de la censure, elle est toujours sur la table et on ne se privera pas de l'utiliser si le Premier ministre ne tient pas ses engagements. Hmm. Alors j'ai envie de dire, le problème c'est que bon, le gouvernement a pas toujours, a rarement, j'aimerais envie de dire, tenu ses engagements sur un certain nombre de sujets. Comment lui faire confiance entre guillemets? Ah bah, là, c'était un courrier d'engagement. Là, on va rentrer dans le concret, dans la discussion budgétaire. Si on ne retrouve pas dans le budget l'ensemble des engagements, et il y avait quand même un certain nombre, le dégel des petites retraites, très concrètement, pour des gens qui ont 1 400 € de retraite, c'est 200 € de plus par mois. Pas de déremboursement d'un certain nombre de médicaments, pas de déremboursement d'un certain nombre de consultations, l'augmentation du fonds vert, l'augmentation du fonds pour l'eau, l'augmentation du fonds de prévention des catastrophes naturelles, la taxation des transactions, meilleure taxation des transactions financières, la création d'une nouvelle taxe sur les hauts patrimoines, et il y en a encore un certain nombre. On veillera à ce que tous ces engagements soient bien respectés dans le budget, donc de passer d'engagement à du concret dans le budget. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, on votera la censure, il n'y a absolument aucun problème. Et je dirais même qu'on va continuer à mettre la pression pour continuer à obtenir plus. Je dis aux camarades insoumis qui nous écoutent et que je salue, ça va être quand même très compliqué de mettre en œuvre très clairement et Hmm. concrètement et entièrement le programme du nouveau Front populaire, alors que 2 tiers de l'Assemblée est à droite, dont 1 tiers d'extrême droite. Voilà, donc nous, on dit tout ce qu'on peut gagner pour les Français, tout ce qu'on peut arracher. Il y a des urgences sociales et écologiques qui ne peuvent pas attendre la prochaine présidentielle. Donc tout ce qu'on peut arracher, tout ce qu'on gagnera, euh, on le prendra, mais simplement, il n'y aura pas de continuité ou de stabilité, comme on dit, sans plus de justice et sans plus de moyens pour la transition écologique, ce que je dois bien dire qu'on espère obtenir beaucoup plus pour la transition écologique dans le cadre de ces discussions budgétaires. Hmm. Il y a contre toutes les injustices qui dit, mais au final, ça reste un gouvernement de droite. Alors, est-ce que vous êtes prêt à voter un budget de droite? Jamais on votera un budget de droite. Voter un budget, ça veut dire rentrer dans la majorité et soutenir un gouvernement. Moi, je peux vous assurer que l'option de voter le budget n'est pas sur la table. Les 3 options qui sont sur la table, c'est s'abstenir si on obtient énormément, c'est voter contre, mais ne pas voter la censure si on obtient un peu, et si on n'obtient vraiment pas assez, censurer le gouvernement. Les 3 options sont sur la table, ce qui nous permet de maintenir la pression et d'obtenir le plus possible. Mais moi, effectivement, je suis un petit peu pragmatique comme garçon. Je me dis qu'on ne fera pas ce qu'on veut dans ce Parlement, alors qu'aux 2 tiers, il est à droite. Donc, on va obtenir tout ce qu'on peut pour les Français, et on va se préparer pour prendre le pouvoir, prendre l'Élysée, prendre Matignon, prendre l'Assemblée en 2027 pour transformer la société comme c'était dans notre programme. Alors comment faire parce que là je suis sûr dans le chat, même les insoumis, ils seraient contents hein, que la gauche gagne en 2027 ou potentiellement même avant. Mais comment faire dans un... Moi, j'y crois pas trop, moi. Vous savez, la Ah ouais? procédure de destitution, la procédure Ah de non, moi destitution. je pensais à une démission ou autre. Alors, non, non, mais les Insoumis ont quand même lancé une procédure de destitution, donc je peux y répondre. Il faut 2 tiers de l'Assemblée, il faut 2 tiers du Sénat. Bon, on va se dire franchement, on n'aura jamais 2 tiers de l'Assemblée et du Sénat avec une destitution qui a été prévue dans la Constitution pour haute trahison. Et après, la démission, enfin, je sais pas vous, mais vu la personnalité du président de la République, vu le mouvement social actuellement, c'est quand même pas les gilets jaunes dans la rue en ce moment, j'ai pas le sentiment que le président de la République il Hmm. soit sur le point de déposer sa démission. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit dans les tuyaux. Et, Et moi, je pense que je vais pas attendre que Macron se décide à démissionner pour essayer d'améliorer le quotidien des Françaises et des Français. et est-ce que là les dernières déclarations que Bruno Retailleau a tenues là dernièrement concernant notamment le collectif Némésis, ce groupement néofasciste, voilà, islamophobe et compagnie, en disant j'admire ce que vous faites, etc., etc. Enfin que quand quand le ministre de l'Intérieur, pardon, Bruno Retailleau adoube un mouvement ouvertement d'extrême droite avec Alice Cordier qui est
passé par le GUD, des mouvements ouvertement néofascistes, voire même néo-nazis. Est-ce que ça pourrait pas quand même peser dans la balance, même si vous obtenez des victoires, de se dire, bon, on peut obtenir des victoires d'un côté, mais de l'autre, on a un Premier ministre qui soutient ouvertement une militante néofasciste, quoi. Un ministre de l'Intérieur, vous voulez dire? De l'intérieur, Heu, pardon, après 12 heures, moi je commence à fatiguer. mais je comprends et encore une fois, bravo pour ce que vous faites et Merci. pour démocratiser, la vie parlementaire. Moi, je me suis engagé à gauche, contre le Rassemblement national. C'est vraiment, avant même tout le reste, c'est vraiment mon combat, principal. Moi, je suis un enfant de la mixité, mon père, ses parents sont issus de l'immigration, mon père est juif, ma mère est catholique, donc pour moi, le mélange, la mixité, c'est ça qui fait la richesse de la France. C'est à l'opposé de mes idées, c'est à l'opposé de mes valeurs et quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, en Italie ou dans d'autres pays du monde, ça fait très, très peur. Donc moi, je rejette Bruno Retailleau, je suis frontalement dans son opposition. Mais je voudrais simplement que, vos auditeurs et vos téléspectateurs, en tout cas, celles et ceux qui vous regardent, ils soient conscients, c'est que si demain on censure et qu'on fait tomber le gouvernement, il y a quand même plus de chances que ce soit Retailleau Premier ministre que Lucie Castet aujourd'hui. Il faut quand même avoir ça en tête. Aujourd'hui, 2 tiers de l'Assemblée est à droite et vous savez, quand je vois Mhm. l'extrême droite qui se lève et qui applaudissent, qui représente un quart de l'Assemblée, dans les couloirs, j'ai une chance sur 4 quand je dis bonjour à quelqu'un, que ce soit du Rassemblement national. Retailleau, c'est le ministre le plus populaire en France dans le gouvernement aujourd'hui. Donc bien évidemment que je suis son adversaire, bien évidemment que je vais combattre et que je vais combattre sa politique. Mais la censure, c'est l'arme nucléaire des députés. On n'est pas obligé, quand on combat quelqu'un, d'utiliser l'arme nucléaire à chaque fois. Donc évidemment que je suis tenté d'appuyer sur le bouton, mais il faut être conscient on ne sait pas ce qu'on aura après, on ne sait pas ce qu'on aura derrière, et que si demain on a un Premier ministre ou une Première ministre de gauche qui soumet par exemple la confiance, certains demandaient un vote de confiance de Bayrou. Et si demain on a un gouvernement de gauche qui soumet un vote de confiance, il ne tient pas 4 secondes. Donc il faut être un peu pragmatique et conscient des réalités et des rapports de force politiques aujourd'hui. Pour autant, il ne faut pas lâcher le combat. Et moi, notamment sur l'AME, moi je travaille à l'hôpital, l'AME, je me battrai de toutes mes forces contre la réforme de l'AME, qui est une folie à la fois en fonction des valeurs qu'on porte, des valeurs de la République, mais qui est aussi une folie financière et médicale. Le Covid, il ne demandait pas ses papiers aux personnes avant de circuler. Et moi, mes collègues de l'hôpital disaient, bah, c'est simple, hein, un étranger sans papier, on soigne son diabète toutes les semaines dans un hôpital de semaine, ça prend 20 minutes par semaine. Si on ne le soigne pas, mais qu'il revient avec un pied diabétique, il va occuper un lit pendant 4 mois et ça va coûter encore plus cher à la Sécu. Donc le fait de dire on supprime l'AME pour des raisons financières, c'est une folie. Donc en tout cas, les copains du NFP, ils peuvent compter sur moi pour combattre avec force Retailleau et sa politique. Si j'étais taquin en tant que diabétique, Et vous êtes taquin, vous êtes si taquin tout à l'heure, mais vous l'êtes un peu quand même. c'est mon boulot, mais en tant que j'ai le diabète passe, moi je dirais que ça ne coûtera pas un bras, ça coûtera un pied. Voilà, c'est humour de diabétique. Voilà, je m'autorise à avoir humour de diabétique, un peu humour jaune. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je vis avec cette maladie, donc ça va, j'ai du recul. Bah, bravo et bon courage. Et en tout cas, si vous vivez avec cette maladie, vous savez que si on ne soigne pas un petit peu chaque semaine, ça peut être extrêmement grave. Et là, en fonction du serment d'Hippocrate et de toutes les conventions internationales, on sera obligé de prendre en charge ces personnes-là. Et ça, eux qui sont soucieux que ce soit priorité aux Français, et ben là, il y aura un lit qui ne sera pas pour un Français et ce ne sera pas pour une demi-heure par semaine, ce sera pour des mois. Donc voilà, si même pour les racistes, je vous déconseille de lutter contre l'AME parce qu'encore une fois, c'est une mesure à la fois humaine mais aussi de bon sens. Voilà. Et justement, j'y pense, mais il y a on avait eu Mathilde Panot sur LCP quand on l'avait reçu et je disais. Mais d'ailleurs, LCP m'a jamais invité. Alors, si vous pouvez passer le mot à vos collègues. Alors là, à chaque fois, Ah non, mais là, je c'est ne scandaleux. gère pas la programmation. Donc ça, Mais envoyez un texto à vos copains de la prog en disant et quand même, Romain Eskenazi, ça fait 6 mois qu'il est député, on lui a jamais tendu un micro, quoi. C'est pas cool. C'est pas faux, c'est pas faux. Non, mais je gère pas. Malheureusement, moi aussi, il y a des gens que j'aimerais bien recevoir, mais c'est pas moi qui décide. Donc voilà. Alors, Faut faire plus le buzz sur les réseaux sociaux, monsieur le député. ah. Faut avoir une plus grosse communauté. Et comme moi, j'insulte personne, c'est peut-être plus compliqué. Non, bon, pour revenir à Mathilde Panot, elle nous disait, j'avais posé cette question-là par rapport à évidemment que la probabilité de la survie d'un gouvernement de gauche avec un vote de confiance est proche de à peu près l'équivalent d'un poisson rouge au milieu d'un requin. Mais elle disait, mais je suis pas persuadée. Bonne chance pour des députés qui censuraient un gouvernement, qui mettrait la retraite à 60 ans, qui mettrait le SMIC à 1000, je crois que c'est 1008, je crois, etc., etc. Non, non, dans notre programme du NFP, c'est 1006. 1006, pardon, mais enfin qui mettrait à 1006, etc., etc., etc. Vous pensez qu'il y a un excès de confiance là des Insoumis par rapport à ça? Je dirais même un tout petit peu de mauvaise foi, parce que je pense que Mathilde Panot, c'est une femme intelligente et qu'elle sait très bien que tout le bloc de droite est contre l'augmentation du SMIC, que tout le bloc de droite est contre la retraite à 60 ans et que le RN, il
sont encore là pour le repas à 1 €. Ils disaient, bah oui, le repas à 1 €, mais pas pour les étudiants étrangers. Voilà, ils ont une obsession, c'est les étrangers, Mais les ça, étrangers, les étrangers. Et c'est les serviteurs du grand capital. Très franchement, le RN, qui se prétend défendre la population, les classes populaires, à chaque fois qu'il y a eu des votes, notamment le vote de l'augmentation du SMIC, qui est arrivé, comme vous suivez les débats parlementaires, vous l'avez vu, le RN, ils ont voté quoi? Ils ont voté contre. Donc je peux vous dire qu'ils ont en horreur, notamment la France insoumise, que ce soit le bloc central. Moi, j'ai cité pendant 15 heures à la niche parlementaire d'Alefi, hein. J'ai siégé jusqu'au bout pour abroger la réforme des retraites, et j'ai vu à quel point il y avait une haine de ce mouvement politique de la part du bloc macroniste. Donc je peux vous dire que et le bloc macroniste et le RN, qui ont dans une stratégie de dédiabolisation, en disant nous, on est propre sur nous, on porte des costards cravates, on est des gens sérieux, les vrais extrémistes, c'est LFI, ils n'hésiteront pas une seconde à censurer un gouvernement de gauche. Pas une seconde. Et Mathilde Panot le sait très bien. il y a des gens, par exemple, il y a Contre toutes les injustices qui dit je préfère l'entendre lui, donc vous, plutôt que François Hollande. Est-ce que c'est ça la nouvelle génération socialiste, j'ai envie de dire? Bah, en tout cas, j'ai 38 ans, oui, je considère que je suis plus de nouvelle génération et François que Hollande a le double, hein, donc bon. il a le double. Il a 70. Bah voilà. Donc oui, en tout cas, je remercie cette personne qui manifestement est sensible à la lutte contre les injustices, qui est un combat que je porte aussi à la fois en tant qu'élu local et depuis 6 mois que j'essaie de défendre dans l'Assemblée. Oui, je considère que l'avenir, en tout cas si on se projette un petit peu, c'est plus une nouvelle génération d'élus que François Hollande, qui a été président de la République et qui, je pense, est utile au sein du groupe socialiste, mais qui n'incarne pas forcément l'avenir de la gauche et du Et Parti social. comment vous expliquez, ouais, justement, en parlant de ça, comment vous expliquez cette, comment je peux dire, un peu cette distanciation entre les vieux socialistes, j'ai envie de dire, dont beaucoup sont d'ailleurs allés vers Macron, etc., et cette jeunesse, plutôt comme vous, comme Céline Hervieux, même si Céline Hervieux s'est investie sous François Hollande, mais comment vous expliquez, voilà, qu'il y a un peu cet Et écart? Nervieux, elle est beaucoup plus jeune que moi, hein, Ah, elle a 31, donc elle est plus jeune, elle est plus jeune oui, que moi, donc 6 ans elle s'est pas d'écart. investie sous François Hollande. Non, elle s'est engagée au PS grâce à François Hollande, c'est elle qui nous D'accord, l'a expliqué. d'accord. Non, vous savez, il y a des vieux socialistes qui ne sont pas tous chez Macron, hein. Il y a un vieux socialiste qui a fait 30 ans de Parti socialiste, qui a fondé un parti qui s'appelle la France insoumise. Enfin, je préfère le rappeler. Donc, encore une fois, on a perdu à la fois sur notre droite et sur notre gauche. Avant, moi, quand j'ai adhéré en 2006, c'était une très grande famille politique où dans le même parti politique, il y avait Valls et Mélenchon, où il y avait un vrai débat d'idées, il y avait une confrontation d'idées, il y avait des courants avec voilà. Et là, aujourd'hui, la gauche s'est un peu éclatée dans plusieurs partis. Il y a effectivement une partie des socialistes qui sont plutôt partis chez Macron, une partie des socialistes qui sont partis chez LFI, mais je dirais pas que tous les socialistes sont partis. Vous savez, Corbière, il est au Parti Mm. socialiste. Enfin, il y a un certain nombre d'aujourd'hui de cadres de la France insoumise qui ont fait leurs armes, qui ont milité, qui ont été élus, qui ont pris des indemnités pendant des décennies au Parti socialiste. Donc moi, je pense que la gauche doit continuer à se parler et à dialoguer. On a le même objectif, on n'a parfois pas la même méthode. Moi, c'est pour ça que j'ai eu un débat d'ailleurs par médias interposés avec Lecoq la dernière fois, qui me disait mais nous ce qu'on veut c'est l'abrogation de la réforme des retraites. Mais je dis bah moi aussi je veux l'abrogation de la réforme des retraites, simplement j'ai manifesté dans la rue, ça n'a pas marché. J'ai gagné les élections, ça n'a pas marché. Je suis resté pendant 15 heures pour voter la niche à la LFI, ça n'a pas marché. Bah, si là on obtient de donner sa chance au dialogue social, et bah qu'on lui donne sa chance. Donc c'est parfois une différence de méthode, mais on a le même objectif, c'est le progrès écologique, la justice sociale. Et juste avant de vous quitter, on va accueillir un collègue à vous, c'est le porte-parole du groupe, Arthur Delaporte, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Monsieur Delaporte. Bonjour, et je vois que vous êtes déjà super avec Romain. Ah c'est ça, on fait les C'est passes ça, salut Arthur. décisives. Eh ben, c'est super, non, non, mais voilà, j'attendais depuis tout à l'heure. Je me disais, mais quand est-ce qu'ils vont m'accepter dans cette vidéo? Parce que sinon, je retourne manger une part de pizza. Mais Hein. tu sais, j'ai du mal à gérer mon temps de parole, Arthur, comme tu sais. C'est pour ça que Non, j'ai non, parlé un mais petit peu longtemps. non, non. Romain fait référence à un truc parce que c'est vrai qu'une journée de niche, c'est un truc un peu stressant parce qu'on a en gros que de 9 h à 13 h, de 15 h à 20 h et de 21 h 30 à minuit. Et ce temps-là, en fait, il ne pardonne pas. Chaque minute de perdu, c'est potentiellement une minute de moins pour la suite. C'est vrai. Et comme, en plus, notre groupe, on a la responsabilité de faire avancer les choses, il faut aussi qu'on montre l'exemple pour tous les autres qui veulent parler en leur disant, regardez, nous, quand on fait une inter courte. Parce que sinon, le jour où ils ont leur niche, mais ils vont dire, attendez, nous, on n'a que, je sais pas, 10 heures de temps de parole. En plus, il y a une partie de ce temps de parole qui est utilisée par discussion générale. Ben, si vous venez marcher sur notre temps de parole, ben, en fait, vous marchez sur notre travail. Donc, c'est pour ça qu'il y a un truc un peu à la fois de réciprocité, d'autocontrôle et de machin. Voilà, c'est tout. Et donc, du coup, on a une petite boutade parce qu'avec Romain tout à l'heure, il a fait une intervention sur l'hôpital de,
de l'Oise. Enfin, c'était quoi, non? C'était Val-d'Oise. Val d'Oise. Non, mais parce que bref, pour contrer un amendement de la droite qui voulait repousser l'application de la loi de Guillaume Garot en 2029 au lieu de 2027. Et voilà, j'ai voulu défendre l'opportunité de la mettre en œuvre le plus rapidement possible pour l'hôpital public. Mais effectivement, je Donc, tu l'as comprends fait brillamment. un peu plus que même sur Twitch, j'ai eu un peu plus de temps de parole que ce qu'on m'avait accordé initialement. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure 1 minute 39 et là, en plus, j'ai débordé. Donc, j'en suis désolé. Je vais te laisser la place, Arthur, et puis je vais aller dîner avant qu'on reprenne. T'inquiète, et on a des pizzas là-bas. C'est pas vrai? Tu viens aux pizzas ou pas? Où là-bas? Bah, dans la salle Léon Blum. Ah, d'accord. Ah Eh bah ben, ouais. écoute, eh ben, écoute, Cette vous allez année, m'en j'y ai faire pas le beaucoup, droit, pizza, monsieur Delaporte. Vous m'en filez pas cette année. Ah bah écoute, non, ça peut pas être tous ça. les Je jours. vais aller manger un bout de pizza. Merci, Arthur, en tout cas. à Merci, tout à l'heure. monsieur Eskenazi. Bonne Au soirée. revoir. Ouais, à toutes.